Et tout l'enjeu est de développer à la fois l'attractivité de cette ville et de faire un vrai morceau de ville ici sur Euroméditerranée dans toutes ses composantes, c'est-à-dire évidemment des équipements publics de grande qualité, de l'espace public entièrement réaménagé, de la production de logements, puisqu'il faut aussi loger les Marseillais et accueillir les nouveaux arrivants. Ici, le quartier central des affaires qui positionne Marseille et la métropole marseillaise comme la métropole du sud de la France, en lien bien entendu avec le bassin méditerranéen. Et l'enjeu évidemment qui nous passionne et qui nous challenge, parce que c'est ça le sujet, c'est construire la ville sur la ville, faire accepter la densité et surtout construire une ville qui va répondre aux enjeux et aux défis climatiques de demain. C'est-à-dire comment ici, dans la ville la plus aride de France, exposée au soleil, exposée au vent, alors aujourd'hui il y a de la pluie, mais voilà, on est plutôt sur une terre aride, et comment on peut justement prévoir et relever ces défis. Donc ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, c'est arriver à construire sur des terrains contraints, c'est-à-dire qu'on est sur de l'arrière portuaire, donc des terrains pollués. On a une contrainte liée évidemment à l'inondabilité, puisqu'on a le ruisseau des Égalades et tout le bassin versant amont. Enfin, des enjeux importants. Voilà, c'est Euroméditerranée 2 que vous voyez là sur cette image. Un territoire sur lequel un grand projet de transformation urbaine, de recouture, notamment des parties centrales de la ville avec les quartiers périphériques, est en cours depuis 25 ans et sur Euromed 2 depuis une dizaine d'années. Un objectif d'accueil de nouveaux habitants, de nouveaux emplois, dans un projet complexe, à la fois de réhabilitation, de transformation, de construction neuve, autour de grandes infrastructures paysagères, et notamment le parc dont on a déjà parlé. Ce parc, en fait, il est essentiel dans la réflexion qui est portée sur le territoire. Avec ce territoire, on est à la confluence du centre-ville, dont on parle, d'une ligne de côte qui est extrêmement fort, que vous avez dans le dos et qui est un des éléments majeurs constitutifs de la géographie de Marseille, et puis ce cours d'eau qui est ici, qui est un petit fleuve côtier, qui est le cours d'eau des Égalades. Et ce que vous voyez sur ce schéma, qui est extrêmement expressif, c'est qu'en fait, la limite d'Euromède est ici, sauf que la question se pose sur l'ensemble de ce cours d'eau qui vient prendre source dans le massif de l'Étoile que vous voyez là-bas, par la fenêtre. Donc vous voyez notamment là le projet du parc des Égalades, qui est l'élément central aujourd'hui sur lequel on travaille à Euromed, qui est ce futur parc, ce grand parc pour les quartiers nord, pour un secteur extrêmement minéral, et qui apportera toutes les aménités qui permettront vraiment de donner corps à ce quartier, au développement urbain que vous voyez à la fois à l'ouest, c'est en cours, et à l'est, l'extension du futur quartier du Canet qu'on traversera et qui est un des sites sur lesquels vous êtes amenés à réfléchir. On est au nord du futur parc des Égalades, dans un secteur où, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment dans la limite nord en fait, d'Euroméditerranée, qui se situe sur Gèze ici pour la partie est, mais qui se situe également, qui va tout droit donc, sur le boulevard Odo. Donc au sud, vous avez l'extension d'Euroméditerranée et au nord, vous avez la continuité du quartier politique de la ville, donc de Cabucel-les-Crottes. On a environ 93 hectares, une population qui est en décroissance depuis les derniers recensements. On a perdu 2000 habitants sur le quartier. Ça dénote une difficulté, une perte d'attractivité de ce quartier. Une population donc très précaire. On a près de 56% de taux de pauvreté sur ce quartier-là. Et une situation précaire qui en plus est aggravée par un habitat dans un parc ancien dégradé, puisqu'on a du logement qui date en grande majorité de avant 45. C'est un quartier qui, ici aussi, connaît des fortes coupures urbaines, alors avec à la fois le ruisseau des Égalades, à la fois l'autoroute A55, Capitaine Gèze, dont on a dit, on va en reparler plus tard, que la fracture est en train d'être retravaillée et que sont justement proposés des projets d'aménagement qui vont permettre de retraverser, de rendre le lien entre ces quartiers-là. Et puis, et puis on a ce délaissé de voies ferrées qui est le cœur de nos interrogations
location ici. Donc l'objectif sur ce quartier, et qui en a bien besoin, c'est d'intervenir donc sur l'habitat ancien dégradé, à la fois de manière incitative et puis de manière coercitive. On a ici le parc des Égalades, on est au nord du parc. Donc le futur parc habité et c'était les diapositives qu'on a vues ce matin. Par contre la partie nord de ce secteur-là, on est hors Euroméditerranée, dans un secteur sur lequel il faut maintenant qu'on réfléchisse justement à qu'est-ce qui va se passer sur ce secteur-là. En sachant que le massif boisé que vous avez là, c'est le parc Biou, c'est-à-dire que c'est le parc de la mairie d'arrondissement. C'est un peu le seul poumon vert en fait du quartier de la Cabucelle et l'idée, ce serait justement de faire le lien entre ce parc des Égalades pour lequel les réflexions sont bien avancées, le parc Biou qui existe aujourd'hui et puis on a donc sur la droite là du parc Biou l'arrivée du ruisseau des Égalades. Donc on est aussi ici dans une zone inondable également. Ce qui est intéressant à se dire aussi sur ce site, c'est qu'il est à proximité aussi de résidences de logements sociaux, dans laquelle, comme je vous disais ce matin, il y a des habitants qui avaient commencé à s'impliquer en fait sur un terrain voisin de ces voies ferrées. Ils avaient commencé à faire un jardin, à l'entretenir. Ils ont besoin aujourd'hui du soutien de la collectivité. Et sur ce réseau ferré, le champ est libre en fait sur des idées, des liens, des possibilités à proposer. Après, sur la localisation, vous avez là, c'est un collège, le collège Rosa Parks. On est aussi ici sur une avenue qui rappelle aussi l'histoire de Marseille. Ça s'appelait avant le chemin des Égalades. Le deuxième site traite encore de cette relation à l'A7, à l'autoroute, et notamment dans son franchissement. Vous voyez qu'on a fait le choix de choisir un site qui est à cheval entre un côté ouest et un côté est de l'autoroute, avec un élargissement côté est de l'autoroute sur des territoires qui aujourd'hui interrogent justement le devenir de sites qui sont peu utilisés. Donc il y a eu une opposition progressive d'une organisation du territoire, un petit peu, qui était vraiment héritée de la géographie, fondamentalement d'une géographie assez forte, descendante, avec des infrastructures qui, elles, sont venues buter et faire buter l'ensemble des réseaux existants, et donc l'organisation antérieure du territoire sur des infrastructures que sont, vous voyez en premier plan, l'A7, puis derrière, le réseau ferroviaire, qui lui mutera justement dans ce grand parc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment créer des ponts, ou comment créer des liens, comment créer une unité autour de cette autoroute. Et vous voyez que l'incidence est claire. Là, vous voyez des plans de répartition des activités. Vous avez un quartier habité ici, extrêmement déconnecté de tout un secteur industriel côté est. Et côté ouest, sur une zone qui mutera dans le cadre du projet d'accompagnement du parc des Égalades, un secteur industriel, avec des industries qui effectivement muteront progressivement pour réintégrer des enjeux d'urbanisation, de constitution d'un tissu urbain habité. Je vous ai dit, c'est un quartier qui est 20 hectares, c'est un grand quartier des quartiers nord, c'est l'équivalent du parc Borelli à Marseille. Le parc Borelli, c'est le grand parc des quartiers sud. Donc quand on réfléchit à ce parc, l'idée c'est que ce ne soit pas qu'un parc local, mais bien évidemment qu'il ait un rayonnement métropolitain et au-delà. Donc voilà, vous comprenez tout l'enjeu que ce parc constitue d'un point de vue de l'apport de qualité de vie pour l'ensemble des quartiers à l'est et bien évidemment au nord. Donc là on est devant le parc de l'Espérance et il me semble que c'est un point assez intéressant pour voir un petit peu la transition et l'importance de ce raccord est-ouest que constitue le boulevard Charles-Moretti. Donc vous voyez là, on distingue le noyau villageois du Canet. Si vous avez le temps, allez vous balader, c'est hyper intéressant. Ce sont des petites rues qui sont plutôt animées, vivantes, avec les gens utilisent vraiment l'espace public. Donc un des 111 villages de Marseille, pour que vous ayez en tête, il y a plein de villages à Marseille qui sont rentrés, ont fusionné dans la conurbation globale de la ville. Donc, comme je vous l'ai dit ce matin, l'autoroute a subitement, dans les années 50, coupé cette topographie descendante comme ça. Et de ce côté-là, a généré un type d'usage qui est très différent. Donc, vous voyez là, frontalité et ouverture, une rue traditionnelle, on va dire. Et puis de ce côté-là, un couloir, alors vous allez voir, un couloir entre des murs, qui sont un héritage du passé industriel et puis d'un cimetière. Voilà, c'est des questions très clairement qu'on suggère que vous vous posiez.
On va rentrer dans le parc de l'Espérance. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. C'est assez surprenant parce que c'est un peu du même acabit que l'intérieur de l'échangeur. C'est un endroit, si on ne connaît pas, on n'y va pas. Y compris pour les Marseillais qui vivent là depuis longtemps, c'est un espace qui est hors des sentiers battus, qui est le long de l'autoroute. Donc vous voyez le talus autoroutier à gauche. Vous voyez, là on est entré dans un site, je vous le disais, un site qui est vraiment hors des sentiers battus, il est très enclavé. Une entrée ici, une entrée au nord, fermée est et ouest par l'autoroute d'un côté et puis par le site de la station Alexandre où on va aller tout à l'heure. Mais néanmoins, un patrimoine paysager fort. Hein. Quand on connaît Marseille, il n'y a pas beaucoup de parcs comme ça. On voit notamment ce qui reste de l'ancien terrain bastidaire. Il y avait une bastide ici et c'était aussi une des autres composantes des quartiers nord et de la rade nord de Marseille. C'était des villages mais aussi des terrains bastidaires qui étaient des terrains agricoles. Donc il y avait une bastide ici. Ce qui reste, c'est ce qu'on voit, ce sont notamment les oliviers là-haut, qui témoignent en fait de l'ancienne activité agricole. Les oliviers, ça pousse très lentement, donc il y a quand même des beaux spécimens qui prouvent vraiment qu'il y a eu une activité agricole. La bastide a été démolie dans les années 80 pour normalement laisser la place à une opération immobilière qui n'a jamais vu le jour. Et en 89, la ville de Marseille s'est dit que c'était quand même pas mal de créer un square, un parc de quartier. Voilà, donc c'est ce square qui est une super belle opportunité, mais donc qui questionne très clairement sur son fonctionnement avec le reste du territoire, comment il pourrait contribuer de façon plus intense. Parce que je pense que c'est un bon site pour voir à la fois Moretti, vous la voyez sur quasiment toute sa longueur et on voit même le village au travers du petit trou de souris. Ça pointe et ça cible l'activité, on voit même un bar de quartier. Et puis ici, entre deux murs, alors je pense que vous n'êtes pas insensible au patrimoine que constituent ces murs, hein, ce dont on parlait, le patrimoine industriel. Qu'est-ce qui devient, comment on le met en valeur, comment il accompagne un usage. Aujourd'hui, on voit qu'il a tendance à créer plutôt un couloir. Donc voilà, c'est une des questions potentiellement que vous pourriez vous poser. Là, on va rentrer dans le cimetière. Alors pourquoi on vous fait rentrer dans un cimetière ? Parce qu'en fait, vous allez voir, il est sur une butte et que ce cimetière-là offre des vues sur la ville, à la fois à l'est et à l'ouest et sur la mer. Et en fait, on voit un énorme enjeu à ce que dans ce quartier où il n'y a pas beaucoup d'espace donné, il n'y a pas que les morts qui utilisent les cimetières. Voilà. Donc vous avez vu qu'on avait marqué dans le dossier de site rendre le cimetière vivant. Bah voilà, on va aller voir. Donc voilà, nous très clairement la question qu'on pose, c'est comment est-ce que cet espace-là peut devenir, tout en étant un cimetière, peut contribuer davantage à la vie du quartier. Et je pense que vous n'avez pas été insensible aux odeurs qu'on a traversées. C'est quand même, enfin voilà, je pense que le parcours est quand même hyper agréable à certains endroits, pas partout. Les vues, il y a des vues à révéler aussi sans doute. On voit la mer à certains endroits. Là, on ne l'a pas vu sur notre parcours, mais on voit la mer à certains endroits. Voilà, c'est un peu ça. On voit ce sujet-là comme un terreau potentiel de quelque chose en plus dans la ville. Il y a plein d'endroits où on pratique les cimetières, qui sont traversés, qui sont utilisés pour d'autres choses, d'autres pays, d'autres cultures, en France peut-être aussi, voilà. Et donc là, voilà, on rentre dans l'emprise de la station Alexandre. Donc ce qu'on ne voit pas, mais ce que vous pourrez voir, ce que vous voyez sur les photos aériennes, c'est qu'ici on est dans toute une trame et un secteur qui est en fait enserré de murs. Hein. Ces murs, ils se prolongent, ils referment ce coin de territoire avec deux entrées, une entrée là et une entrée à droite là. Et ensuite, un système qui est plutôt en vase clos avec une trame vière, deux voies, deux dessertes, deux bâtiments années 10, 15 et années 30. Comment ce secteur-là se raccroche à la fois par sa physionomie, ses usages. Ça pose la question des circulations douces dont on parlait ce matin. Comment, par exemple, Moretti devient un axe de circulation douce, comment ça vient s'intégrer dans une démarche d'apaisement, voilà. Et ça peut tout à fait y contribuer. Donc là, vous voyez toute la richesse, la halle Eiffel ici, la halle des années 30, le hall d'entrée, qui avait été réhabilité en 2003-2005, et ensuite utilisé jusqu'en 2017 avec forte intensité. Donc en fait, là, le sujet, c'est pas tant la station Alexandre en elle-même, on avait compris que c'est ce secteur en fait, hein, comment cet objet-là,
cet objet ou cet équipement, ou ça dépend comment vous voulez le considérer, vient rayonner et vient réinjecter une dynamique de transformation urbaine, d'ouverture sur le quartier. C'est le site à la confluence de deux ruisseaux, Plombières et Égalades, qui a aussi la caractéristique d'être un échangeur autoroutier de l'autoroute A7 et d'un ensemble de réseaux qui servaient initialement à connecter l'ensemble du territoire avec les activités portuaires. Le site, encore une fois, c'est un site en mutation, ça a été rappelé. Vous avez une image ici de site industriel qui date d'avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, qui est quasiment, la vue aérienne qu'on pourrait avoir au-dessus de Capitaine Gesse, donc qui est le nord du périmètre. Et vous voyez là l'activité intense qui a pu s'y développer avec des problématiques à la fois d'infrastructures, d'imperméabilisation du sol, de pollution généralisée, et donc un tissu industriel très fort qui s'est progressivement dégradé et qui du coup est en mutation aujourd'hui avec, ce sera rappelé tout à l'heure par Céline, particulièrement autour du premier site, des questions d'habitat dégradé, des questions de paupérisation des secteurs, en plus donc de perte progressive d'activité industrielle. Cette question de la gestion du risque, le pari a été fait par Euroméditerranée de la traiter par justement la renaturation et donc par la restauration du fleuve côtier principal qui est les Égalades. Et vous verrez que la question va se poser aussi de façon encore plus accrue sur Plombières. La situation actuelle, c'est quand même celle-là, c'est celle d'une ville fragmentée particulièrement, ça va être un peu le cœur du sujet de ce site, par des infrastructures. Vous avez une vue depuis le nord vers, en haut de l'image, la porte d'Aix et l'Arc de Triomphe, pour vous donner quelques éléments de référence. Et puis vous voyez aussi sur l'image la tour CMA et la tour La Marseillaise dans laquelle nous sommes actuellement à votre droite. Donc là, on a la possibilité de réduire le niveau de trafic et donc de repenser différemment, peut-être, les infrastructures, les niveaux d'échange entre ces infrastructures et peut-être revenir à des choses plus ordinaires ou plus intégrées, comme un boulevard urbain par exemple. Donc il y a vraiment une opportunité qui est offerte ici pour que cet ensemble que vous voyez à l'écran, qui est un zoom sur l'ouvrage et le nœud d'infrastructure, puisse de nouveau s'adresser à un tissu urbain et à des habitants qui peuplent ce quartier et ses abords, avec bien sûr, comme je le rappelais, des enjeux de reconnexion interquartier qui sont déterminants pour nous. Donc là, nous sommes au cœur de l'échangeur, dans ce qui est qualifié de square, de square de proximité. Vous avez un petit passage inférieur qui permet de gagner ce square depuis les quartiers riverains, avec, vous l'avez vu dans la séquence que nous venons d'emprunter, des difficultés majeures en matière de franchissement, de qualité d'espace public et de difficultés de fait de connecter les rives. L'ensemble des rives de cet échangeur, donc des enjeux extrêmement forts à la fois de qualité paysagère, ça j'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet, mais aussi de qualité des espaces publics et de connexion interquartiers. On est sur un site qui fait plusieurs hectares, qui est essentiellement occupé par de la voirie ou des délaissés auquel on a affecté un usage, mais enfin qui est quand même pas un usage qui se développe dans les meilleures conditions. Et donc la possibilité de réinventer un foncier et de réinventer d'une certaine manière une forme d'urbanité constructive, bâtie, paysagère, là où aujourd'hui on est vraiment au milieu d'un no man's land. Donc l'échangeur, les problématiques infrastructurelles notamment se déploient très largement aux abords. Donc effectivement, aujourd'hui on attend beaucoup de vous, on attend que vous nourrissiez nos réflexions, on attend effectivement que vous soyez une source d'inspiration et que vous nous proposiez des manières de créer du lien effectivement entre l'ensemble de ces territoires et avec des interactions, des porosités, comme il a été dit, de faire la ville sur la ville et à travers les projets que vous serez amenés à nous présenter.